et dire que ce que vous allez entendre n'est que la surface d'un scandale plus profond qu'un puits sans fond. Nous sommes dans une salle d'audience silencieuse, les lumières froides tranchent l'air comme des lames, et soudain, une vidéo surgit. Pas n'importe quelle vidéo, une bande enregistrée appartenant à Didi. Et ce que ces images montrent, c'est un enchaînement de scènes si glaçantes que même les plus endurcis détournent le regard. Parmi les visages flous capturés à l'intérieur de ces vidéos, un nom surgit comme une détonation dans la salle, Jay-Z. Oui, vous avez bien entendu, le roi de Brooklyn lui-même, cité dans un contexte si sombre qu'on aurait cru à une fiction. Mais rien de fictif ici. Les réseaux sociaux se sont embrasés en une fraction de seconde, les hashtags ont explosé, et Twitter a frôlé l'implosion. Les allégations sont si précises, si violentes, que le monde entier semble s'être arrêté un instant pour écouter. Revenons en arrière. Nous sommes en l'an 2000. Les MTV Video Music Awards battent leur plein à New York. C'est la nuit où les étoiles brillent de mille feux. Mais dans l'ombre, loin des projecteurs, une fête secrète se tient après l'événement. Et c'est là que commence l'horreur. Une jeune fille de 13 ans, venue seule à New York dans l'espoir de voir ses idoles, est approchée par un chauffeur. Ce dernier l'invite à une after-party, promettant une nuit magique. Ce qui l'attend est tout sauf magique. Drogue, étourdissement, confusion. Et selon les documents du tribunal, lorsqu'elle reprend ses esprits, 2 hommes se tiennent au-dessus d'elle. 2 figures légendaires de l'industrie musicale. L'un d'eux serait Didi, l'autre Jay-Z. Et ce qu'elle décrit ensuite est insoutenable. Tour à tour, les 2 hommes l'auraient agressée, sous le regard d'une femme célèbre dont le nom reste scellé pour le moment. Aucune aide, aucun cri, juste des regards et du silence. L'opinion publique est sous le choc. On s'attendait à un démenti, un communiqué lisse, une équipe juridique agissant dans l'ombre pour étouffer l'affaire. Mais non, Jay sort du silence, et sa réponse est tout sauf passive. Il frappe fort, comme s'il se battait pour sa vie. Et peut-être que c'est le cas. Il clame haut et fort que ses accusations sont fausses, ridicules même, et qu'il ne versera pas un centime. Mais il va plus loin. Il défie ses accusateurs de porter plainte au pénal, pas au civil. Parce que, selon lui, si quelqu'un a vraiment commis de tels actes, il doit aller en prison, pas encaisser un chèque. Ce n'est pas la réaction typique d'un homme qui tremble, c'est la réaction d'un homme furieux, qui jure qu'on salit son nom. Et au fond de cette colère, il y a quelque chose de troublant, une vérité, un mensonge bien joué, ce n'est pas à nous de le dire. Mais ce qui est certain, c'est que les révélations s'enchaînent. Cassie, de son côté, livre un témoignage glaçant. Les bandes, si elles sont authentifiées, pourraient faire tomber des géants. Et Didi, au cœur de l'ouragan, semble de plus en plus isolé. Ce procès n'est plus une simple affaire judiciaire. C'est une dissection publique d'un monde où le pouvoir et la célébrité peuvent servir de masque à des abîmes insondables. Une enquête qui ne fait que commencer. Et croyez-moi, ce que nous avons vu jusqu'ici, ce n'était que l'ouverture du rideau. Il l'a dit avec la poitrine d'un homme en guerre, sans trembler, sans détour. Jay n'a pas seulement nié les accusations avec fermeté, il a aussi rappelé son service militaire, comme pour dire « Je suis un soldat, j'ai survécu à la guerre, je survivrai à ça ». Et puis il a lancé cette phrase glaciale, une menace habillée d'éloquence « Je vais te traîner professionnellement, personnellement et spirituellement ». Mais ce n'est pas ce moment qui a fait frissonner la salle d'audience. Non, c'est ce qui a suivi.
Jay a parlé de ses enfants, du regard de ses enfants. Il a parlé de la difficulté inimaginable d'expliquer à sa propre fille, Blue Ivy, pourquoi le nom de son père se retrouve mêlé à des accusations aussi atroces. Parce qu'à son âge, elle comprend, elle lit, elle entend, et là le vernis de la célébrité s'écaille. Là ce n'est plus le rappeur, c'est le père. Un père obligé de dire à sa fille « Papa est accusé d'avoir agressé un enfant ». Ce genre de vérité, qu'elle soit fausse ou réelle, détruit les âmes. Mais Jay ne s'est pas arrêté là. Dans une tirade aussi sanglante que calculée, il s'en est pris directement à Tony Buzbee, l'avocat derrière l'affaire, le qualifiant de « chasseur d'ambulance en costume bon marché ». La pique était chirurgicale. Le détail du costume bon marché. C'est du venin distillé avec élégance. Jay ne s'est pas contenté d'insulter l'éthique de Buzbee. Il a insulté son goût vestimentaire. Et pendant que Jay lançait ses bombes rhétoriques, Tony n'a pas tardé à répliquer. Il a affirmé que tout ceci n'était qu'un spectacle, une stratégie pour intimider les victimes, pour détourner l'attention. Une mise inedino et guerre d'images, de mots, de perception. Et c'est là, précisément à ce tournant, que le vent commence à tourner, là que les langues se délignent, car malgré les failles dans ce dossier particulier, malgré les doutes sur certaines incohérences, un courant souterrain plus puissant remonte à la surface. Un courant fait de témoignages, de murmures anciens, de vidéos oubliées, de théories que beaucoup avaient reléguées au rang de fantasmes. Depuis des mois, le nom de Jay est lié à celui de Diddy dans les recoins les plus obscurs d'Internet. Et aujourd'hui, avec son nom officiellement attaché à cette affaire, toutes ces théories conspirationnistes sortent de l'ombre. On parle de mort. Pas n'importe lesquelles. Alia, Lisa Left Eye, Lops, Michael Jackson, Tupac Shakur. Tous morts dans des circonstances suspectes. Tous, dit-on, auraient eu des liens directs ou indirects avec Jay-Z, Beyoncé ou Diddy. Les internautes évoquent des chiffres, des dates, des symboles. Alia, Left Eye et Michael Jackson. Tous morts, un 25. Jay, Beyoncé et Diddy, tous nés un 4. Simple coïncidence ou autre chose? Certains parlent au fond même de la chanson « She Knows » de J. Cole, comme étant un message crypté. Le nom de Sean, le nom de Ness, des initiales pour Sean Carter et Beyoncé Knowles, la gymnastique mentale atteint des sommets. Et pourtant, l'obsession collective continue, car Internet est un ogre qui ne dort jamais. Et ce n'est pas Fanny. La toile relie Jay-Z à Jeffrey Epstein, à Harvey Weinstein, à R. Kelly. Un réseau de puissants, dit-on, protégés par leur statut, unis dans l'ombre par des secrets innommables. Le lien avec R. Kelly est réel, factuel. Ils ont collaboré, ils ont chanté ensemble, ils ont sorti un album. Et puis, subitement, Jay s'est éloigné. Certains disent qu'il a senti la chute, d'autres qu'il voulait sauver sa peau. Mais quoi qu'il en soit, les suspicions ne meurent jamais. Pas à l'ère d'Internet, pas quand les détectives en ligne fouillant les archives comme des limiers affamés. Il y avait quelque chose, c'est indéniable. Certains disaient que cela prouvait que Jay-Z avait eu la présence d'esprit de couper les ponts à temps. D'autres affirmaient au contraire que son instinct n'avait jamais été aussi trouble. Mais là où le scandale a réellement pris feu, c'est quand Jaguar Wright, l'une des voix les plus sulfureuses du mouvement Hollywood, est un enfer déguisé en rêve, a pris la parole. Si vous ne connaissez pas Jaguar Wright, sachez ceci. Depuis des années, elle jette des bombes médiatiques sur les puissants, se présentant comme la messagère de vérités inavouables, la gardienne de secrets que l'industrie préférerait enterrer à jamais. Et ce qu'elle a dit, c'était de l'essence versée sur un brasier déjà brûlant. Elle a comparé Jay-Z et Diddy au beurre de cacahuètes et à la confiture, insistant sur le fait qu'ils formaient un duo parfaitement assorti dans le chaos. Et elle n'en est pas restée là. Invitée sur le plateau de Piers Morgan, elle a qualifié Jay-Z de véritable monstre, affirmant qu'il avait des centaines de victimes. Oui, des centaines! Pourtant, à ce jour, aucune centaine ne s'est manifestée avec des preuves tangibles. Et pourtant, le moment de son intervention coïncidait parfaitement avec l'explosion médiatique de l'affaire Diddy. Simple hasard? Difficile à croire, car à l'instant où Diddy a été arrêté en septembre 2024, Internet s'est lancé dans une frénésie sans précédent.
tous les anciens enregistrements, toutes les interviews, toutes les vidéos montrant Jay-Z et Diddy ensemble ont été fouillées comme si elles contenaient des codes cachés, comme si elles étaient la clé d'un complot mondial. Une vidéo de 2007 où Diddy donne une fessée à Jay sur scène lors d'une cérémonie, autrefois anodine, est aujourd'hui interprétée comme une preuve troublante d'un lien malsain, comme une mise en scène symbolique de domination et de pouvoir. Et ce n'est pas tout. Un pan entier d'Internet affirme qu'il existe une règle tacite à Hollywood: remercier Beyoncé lors d'un discours de remise de prix, ou en subir les conséquences. On se souvient tous du moment où Kanye West a interrompu Taylor Swift pour défendre Beyoncé. Aujourd'hui, certains disent qu'il ne défendait pas Beyoncé, mais qu'il la servait. Que cet acte n'était pas spontané, mais dicté par une peur bien réelle. Et quand Adele a dédié son Grammy à Beyoncé, complot. Quand Lizzo a crié son nom, encore complot. Et puis, surgit une autre ombre, plus personnelle encore. La chronologie floue de la relation entre Jay-Z et Beyoncé. Certains internautes remettent en question le moment exact de leur rencontre, insinuant que Jay-Z aurait pu commencer à manipuler leur relation dès que Beyoncé était adolescente. Officiellement, ils ont commencé à se fréquenter en 2001. Jay avait 31 ans, Beyoncé 19. Légal, certes, mais dans le climat actuel, cela soulève des sourcils. D'autres insinuent que leur lien remonte à bien plus tôt. Beyoncé, de son côté, a toujours soutenu que leur histoire a débuté alors qu'elle était adulte. Et sa mère, Tina Knowles, connue pour sa poigne de fer, n'aurait jamais laissé passer quoi que ce soit d'inapproprié. Du moins, c'est ce que croient encore ceux qui ont foi en cette famille royale du show business. Mais TikTok, lui, ne croit plus rien. TikTok invente, relie, assemble. Des créateurs se sont improvisés enquêteurs, réalisant des vidéos virales qui relient des faits sans lien apparent. Twitter, quant à lui, est devenu une machine à théorie conspirationniste. Un laboratoire de paranoïa où chaque jour naît un nouveau thread aux allures d'enquête criminelle. Une semaine, Jay-Z et Beyoncé seraient des agents infiltrés de l'élite mondiale. La suivante, des reptiles extraterrestres infiltrés dans l'industrie musicale. L'exagération devient norme, le délire devient tendance. Et pendant ce temps, dans les coulisses, les avocats de Jay-Z et Beyoncé n'en peuvent plus. Eux, ils ne rient pas, ils doivent maintenant réagir, se défendre contre des accusations toujours plus extrêmes. Ce qu'ils ignoraient hier devient aujourd'hui un dossier juridique, et ils ne peuvent plus se contenter d'ignorer, car ce ne sont plus seulement les tabloïds qui s'en mêlent. Ce sont leurs enfants qui posent des questions, leurs contrats qui vacillent, leurs noms qui se retrouvent associés à des crimes impensables. Ils sont accusés de meurtre, de trafic d'influence, de culte occulte. Et cela même sans preuve formelle, même réfutée, laisse des traces. Une fois que la rumeur est lancée, elle ne meurt jamais vraiment. C'est comme essayer de remettre du dentifrice dans un tube éventré. C'est fini. Même si la vérité éclate, même si chaque théorie est démontée point par point, les gens se souviendront toujours de l'accusation, pas de l'innocence prouvée. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que ces théories ne naissent pas de rien. Elles partent toujours de faits, de détails réels. Oui, Jay-Z et Diddy sont amis de longue date. Oui, ils ont collaboré. Oui, ils ont été vus ensemble, à des fêtes, à des événements, dans des studios. Mais de là à dire qu'ils dirigent un réseau secret de contrôle mondial? Passer d'une simple amitié à l'existence d'une organisation criminelle secrète, c'est comme dire qu'aimer la pizza prouve qu'on est italien. La logique? Évaporée. Mais lorsqu'on nourrit déjà une méfiance instinctive envers les célébrités et l'industrie musicale, il devient étrangement facile de relier des points qui ne figurent même pas sur la même carte. Ce qui me fascine le plus dans cette tempête de théories, c'est à quel point elles s'articulent toutes autour de l'idée que Jay-Z et Beyoncé seraient des entités omnipotentes, des marionnettistes tirant les ficelles du monde entier depuis un trône invisible. Attention, il ne s'agit pas de nier leur succès fulgurant ni leur influence gigantesque. Mais certaines spéculations vont jusqu'à prétendre qu'ils gouvernent des États, manipulent les institutions et organisent la chute des autres célébrités. Et là, une question s'impose. Si leur pouvoir était vraiment aussi colossal, pourquoi n'ont-ils pas simplement fait taire ces rumeurs? Pourquoi Jay-Z aurait-il été cité dans une affaire judiciaire d'une telle ampleur dès le départ? Parce qu'en réalité, ce qui se joue actuellement dépasse largement les murmures du web. Ce ne sont plus des murmures, mais des cris sous serment.
Cassie Ventura, l'ex-compagne de Didi, est montée à la barre et a raconté avec une voix cassée mais une détermination inébranlable les années d'abus qu'elle aurait subies. Ce n'est plus une théorie, c'est un témoignage livré sous les néons blancs d'un tribunal fédéral. D'autres témoins ont emboîté le pas, certains racontant des scènes d'une violence inimaginable, d'autres confessant avoir été forcés de participer à des freak-offs, ces orgies de contrôle et d'humiliation. Ce sont des êtres humains réels, des regards bouleversés, des voix tremblantes, qui prennent le risque immense de tout dire, de tout exposer, au péril de leur réputation et de leur sécurité, pendant que TikTok et Twitter se perdent dans des labyrinthes de spéculations dignes d'un thriller de science-fiction. Une véritable guerre judiciaire se déroule dans les couloirs solennels d'un tribunal fédéral. Là, la vérité n'est pas une vidéo montée en musique, mais une parole confrontée à la loi, à l'examen croisé, aux preuves. Et c'est là que nous devons diriger notre regard, vers les faits, les aveux, les pièces à conviction, vers la réalité. Le procès fédéral de Sean Diddy Combs a débuté le 12 mai 2025. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une banale affaire civile où l'on échange des chèques en coulisses pour étouffer les scandales. Non, il est accusé de crimes fédéraux, de complots, en vue de commettre des actes de racket et de trafic sexuel et de transport d'individus à des fins de prostitution. Si le jury le reconnaît coupable, il risque tout simplement de finir ses jours derrière les barreaux. Et si certains parmi vous se demandent pourquoi les victimes n'ont pas parlé plus tôt, laissez-moi vous éclairer. La psychologue clinicienne Dawn Hughes a apporté un témoignage bouleversant qui a glacé la salle d'audience. Elle a expliqué comment des prédateurs puissants brisent psychologiquement leurs victimes, les enferment dans des cycles d'emprise où la peur devient leur oxygène. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un conditionnement, une stratégie lente, méthodique, vicieuse. Cassie n'a pas été seule à monter à la barre. Kid Cudi, dans un moment d'émotion rare, a témoigné que Cassie lui avait confié les abus qu'elle subissait. Il a décrit ses blessures, des yeux tuméfiés, des lèvres éclatées, des hématomes sur le cuir chevelu. Il ne s'agit plus d'un simple « elle a dit ». Il s'agit de plusieurs personnes affirmant avoir vu, de leurs propres yeux, les séquelles physiques d'un calvaire. Puis ce fut au tour de Maya Morales, ancienne amie de Cassie, de raconter cette nuit dans une suite d'hôtels où elle a vu Diddy frapper Cassie si violemment qu'un médecin a insisté pour l'emmener à l'hôpital. Mais Cassie, trop terrorisée, a refusé. Et là encore, ce n'est pas un témoignage isolé. C'est un schéma, un motif,